s'accélère. Quand on suit l'actualité technologique, nous pouvons avoir le sentiment que les innovations et les révolutions sont de plus en plus rapprochées. Sur les 50 dernières années, une majorité de ces innovations ont été dans la tech et donc d'une manière ou d'une autre avec du dev. L'impact que nous, développeurs et développeuses, pouvons avoir sur le monde n'est plus à démontrer, pour le pire comme pour le meilleur. Mais alors, pouvons-nous vraiment choisir cet impact ? Comment s'engager dans la bonne direction et surtout comment ne pas créer Terminator par erreur? Pour répondre à ces questions d'innovation, je ne reçois pas le commandant Cousteau, mais il s'y connaît en engagement. Ronan, bonjour. Bonjour Renaud. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Ronan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bonjour, alors donc moi je suis Ronan Sy, data engineer chez Pioneer en ce moment, donc je suis freelance pour une association qui s'appelle Pioneer et qui détecte des feux de forêt via des caméras. Donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'informatique en général. J'ai fait 2 ans chez Valeo pour détecter des piétons via des caméras embarquées sur des voitures. 6 ans dans la tech pour travailler pour une boîte d'A/B testing qui s'appelle Chameleon. Et 2 ans dans une entreprise qui travaille donc pour les hôpitaux, qui s'appelle Arcan. Donc on crée des data warehouses pour les hôpitaux. Ok. Et donc là, tu travailles chez Pioneer. Chez Pioneer, et en parallèle, donc tu es engagé auprès de Data for Good. Voilà, et donc... Alors, juste première question, parce que donc, tu viens nous parler effectivement de Data for Good et donc de tout ce que tu fais. Mais quand on écoute un peu ton parcours, on voit ce passage sur le travail auprès des hôpitaux. Mm-hmm. Est-ce que tu y es arrivé parce que tu avais envie de travailler sur quelque chose qui avait peut-être plus de sens vis-à-vis de la société, ou est-ce que c'était ça qui a été un déclenchement pour toi? Non, c'est complètement ça. Donc, j'étais encore chez Chameleon, donc, dans la tech, et mes engagements écologiques, mes opinions se sont développées au fur et à mesure. J'ai commencé par faire l'associatif de quartier. J'ai toujours fait un peu l'associatif de quartier, et puis je me suis dit que, en fait, peut-être que mes connaissances métiers pouvaient être encore plus utiles à des associations. J'ai commencé chez Shifters de Jean-Marc Jancovici pendant 2 ans. Donc faire des analyses, notamment pendant les présidentielles, le programme, très, très tech, des calculs de CO2, etc. Et puis donc finalement j'ai découvert les Shifters un peu par hasard, parce que j'avais créé sur mon temps libre une petite application... une petite application qui permettait de calculer, alors c'est très à la mode maintenant depuis 2-3 ans, mais là on parle d'avant le Covid, c'était à 5-6 ans, qui permettait de calculer le CO2 émis par sa consommation de nourriture. Et donc en fait en créant cette application j'ai découvert donc Open Food Facts, donc je laisserai les gens regarder sur internet, c'est un des pionniers au monde sur le listage de tout ce qui est aliments consommés. Ils ont créé toute une API gratuite où on peut récupérer les informations de chaque aliment avec un code barre. Et donc via Open Food Facts, qui est partenaire de Data for Good, je suis rentré chez Data for Good il y a maintenant 3 ans de cela. Ok. Et donc ton passage sur les hôpitaux, c'est un truc que tu as décidé de faire pour t'engager, d'accord? Okay, ouais, donc une fois, voilà, donc j'étais déjà chez Data for Good quand j'ai dit ok, je peux plus continuer à passer mon temps le week-end à lutter contre le CO2 et puis en semaine à aider à vendre des produits de consommation classiques, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter avec cette ambivalence et je suis allé chez Arcan, une startup. C'était intéressant, mais ça s'est pas non plus hyper bien passé là-bas. C'était très très opérationnel, alors que moi j'aimais bien le côté sortir un peu la tête de l'eau. Et puis j'ai m'investi de plus en plus chez Data for Good. Donc l'un dans l'autre, ça s'est fini en janvier de cette année là. Et donc j'ai commencé chez Pioneer en freelance en avril. Et donc voilà, j'espère pouvoir travailler encore plus avec Data for Good dans les années à venir. Ouais. C'est un...
c'est un sujet qui peut être un peu... Enfin, tu vois, j'imagine que tu peux parfois recevoir des objections, on va dire, sur le fait que la data aujourd'hui, c'est un sujet qui consomme beaucoup de ressources. Donc, que ce soit de serveurs avec tout ce que ça représente comme en coût de création. Et après, dans certains pays, on peut aussi discuter de la consommation électrique. Est-ce que... tu vois, j'essaie de formuler ma question. Est-ce que pour toi, c'était une volonté de, entre guillemets, offset ce que ton métier dégage, tu vois, pour essayer de compenser ça, ou est-ce que c'est au-delà de ça, tu vois, c'est une mise à disposition de ton savoir pour quelque chose de différent? Alors, quand on écoute, quand on est chez les shifters, on se dit que non, la compensation n'existe pas. Il Ouais. n'y a pas de compensation en termes de CO2. C'est pas vraiment non, c'est pas un offset, c'est pour moi. Moi, je me sentais mieux. Déjà, c'était déjà tout simplement pour l'intérêt aussi individuel de se lever le matin et de se dire je fais quelque chose d'utile en fait. Je pense que c'est tout aussi basique que ça. C'est presque individualiste comme besoin, mais c'est pour ça que je le fais aussi. Parce que ça répond à mes opinions, mes engagements. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais chez Caméléon? Je veux pas jeter la pierre à Caméléon. Moi, c'est une boîte avec laquelle j'ai bossé pendant un moment. Mais je crache pas la pierre. En tant que client. Bien évidemment, ils sont utilisés par des sites qui très certainement vendent des choses éco-responsables, qui ont toute une approche très très saine. Mais forcément, ils sont aussi utilisés par plusieurs entreprises qui ont peut-être moins cette approche-là. Je le disais, je crois, à un moment, je ne sais plus, avant qu'on lance l'enregistrement, sur ce podcast, il y a de plus en plus de propos qui arrivent, et moi, je suis complètement friand de ça, de gens qui se disent, ou qui viennent dire à ce micro, qu'il est temps que les développeurs réalisent le pouvoir qu'ils ont. Tu vois, c'est ce que je dis un peu dans mon intro, en fait, c'est que toutes ces innovations qu'on voit aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup créées par des développeurs. Et il faut peut-être qu'à un moment, les développeurs se disent il faut qu'on arrête d'accepter de faire de la merde. Tu vois, moi, j'ai repris une boîte pendant un moment qui avait installé un ensemble de dark patterns. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les dark patterns. J'imagine que c'est des anti-patterns. Ouais. C'est des anti-patterns, voilà. C'est comment s'assurer que c'est très facile de s'abonner et de prendre un abonnement payant. C'est très compliqué de se désabonner et d'arrêter de payer. Donc voilà, typiquement, effectivement, des anti-patterns, des dark patterns. Il y a des développeurs qui ont accepté le job on va faire ça, c'est-à-dire que sur tel cursus, tel formulaire, ça fonctionne comme ça, et puis quand on veut se désabonner, on change tout pour que ça fasse chier les gens. Et qu'en fait, il y a plus en plus de gens, donc c'est ce que j'essaie de dire, il y a plus en plus de gens qui se posent ce micro, qui disent qu'il y a un moment où il faut que les devs acceptent de dire non, en fait, moi je fais pas ce genre de merde, en fait, faut accepter. Mais c'est un bon premier pas, et il y a deux choses dans ce que j'entends, c'est ça dépend de ton niveau d'engagement, mais aussi de ton engagement et de tes opinions. C'est-à-dire que moi, je vais aller un cran plus loin, c'est-à-dire que je suis pour la décroissance et donc pas pour la société de consommation. Donc là, forcément, déjà, on est un cran plus loin que juste rendre les gens addictifs à leur téléphone. Tu vois. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport à Data for Good, c'est les valeurs de Data for Good qui m'ont vraiment attiré. Déjà, Data for Good s'est créé il y a 10 ans sur une phrase d'un ingénieur de Facebook qui dit mais c'est quand même n'importe quoi, les Facebook est capable de payer des millions pour des ingénieurs et juste leur faire cliquer sur des pubs, quoi. Et donc, à la base, ça a fait un peu un petit buzz. Et donc, on a récupéré cette phrase-là en disant, en fait, non, la tech, c'est pas ça, c'est pas juste cliquer sur des pubs. Et donc, on a décidé, donc moi, j'étais pas là à l'époque, mais Data for Good a décidé de se créer, de monter une communauté sur ces valeurs-là. Et elles sont pas du tout ce qu'on appelle technosolutionnistes. C'est-à-dire que on pense pas. Et du coup, je vais peut-être un peu à l'encontre de ce que tu as dit à l'instant, mais on ne pense pas que la technologie soit une solution au problème. Elle va aider, elle peut aider sur certaines problématiques, mais en fait, les vraies solutions, elles sont humaines, elles viennent du métier, et en fait, la technologie, c'est juste de la technologie, c'est un aide qu'il faut savoir utiliser. Mais néanmoins, je vais repartir sur un sujet un peu différent. Je lisais un livre assez intéressant qui s'appelle... c'est une introduction à Jacques Ellul, donc je n'ai pas lu directement Jacques Ellul, mais donc quelqu'un qui parlait de Jacques Ellul, et qui est
typiquement, donc quelqu'un qui est né dans les années 30 et qui a beaucoup lutté contre la notion de progrès, de technosolutionnisme, etc. Et qui dit lui, de toute façon, si quelque chose de mal peut être fait avec la technologie, elle sera forcément faite. Alors, c'est une opinion, même si ça a été repris par... d'ailleurs, je crois que la personne qui avait donné cette philosophie-là, c'était un ingénieur hongrois des années 50. Mais voilà, il y a quand même une réflexion derrière, c'est-à-dire, ok, oui, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut s'arrêter ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut s'arrêter ? Est-ce qu'on n'a pas déjà toutes les solutions ? Alors, c'est un peu, pour le coup, le discours de Jean-Marc Jancovici, je crois, de dire, en fait, on a déjà énormément de solutions en main, simplement, on ne les applique pas ou on les applique mal. Et donc, c'est un peu, voilà, dans cet état d'esprit-là que, à mon avis, Data for Good, même si elle n'est pas spécialiste du CO2, se dirige, quoi. Ouais. Je trouve ça intéressant, effectivement, de ne pas toujours envisager la tech comme une solution, qu'il y a des solutions qui sont effectivement ailleurs. Et dans ce que tu évoquais, ça résonne aussi avec un truc que tu m'as dit quand on a préparé cet épisode, que tu as été un des premiers au final à me dire, et que j'ai trouvé assez juste, c'est que oui, bien évidemment, il faut que les devs s'engagent pour changer le monde et alignent leur métier avec leurs convictions personnelles, c'est toujours mieux. Mais forcément, chez les devs, on retrouve toute la population française avec tous ces courants de pensée. Et donc, il y a des devs qui pourraient, et du coup, qui doivent peut-être même s'engager en se disant, moi, je veux travailler pour un fabricant de missiles parce que je veux pouvoir bombarder des gens. Il y a des gens qui vont vouloir s'engager pour faire, peut-être pour de la déforestation. Enfin, il y a peut-être effectivement certaines affinités de gens qui vont vouloir s'engager, entre guillemets, dans l'autre sens, en fait. C'est aussi ça qui est un paradoxe difficile, en fait. Oui, alors, on l'a bien vu, alors sans aller dans les extrêmes, on l'a bien vu là sur les dernières législatives, il y a eu des projets, beaucoup de projets tech qui se sont lancés pour essayer de regrouper, faire des statistiques sur les circos, etc. C'était très intéressant et on se posait beaucoup la question, est-ce qu'on doit s'afficher pour tel ou tel parti ? Est-ce qu'on accepte des gens de droite, non extrême droite ? Parce que pour nous, c'était exclu évidemment de l'extrême droite. Donc voilà, nous, l'engagement politique, ça a été vraiment une question difficile. Vraiment, on a décidé de rester neutre. Enfin, on a quand même fait des stats pour les partis qu'on va appeler donc républicains et pas l'extrême droite, quoi. Et donc, on a affiché une neutralité dans cette gamme-là. Ouais. Voilà. Mais ça, je parle de Data for Good. Après, si on parle des devs en général, effectivement, oui, moi, là, tu me poses la question, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai quand même tendance à dire que l'ESS, c'est-à-dire finalement qui regroupe les gens qui s'engagent, elle est quand même très à gauche. Je veux dire, c'est quand même quelque chose... L'ESS ? Pardon, l'économie sociale et solidaire. Okay. D'ailleurs, c'était la première fois, ou peut-être la deuxième après 2002, que l'ESS, énormément d'acteurs de l'ESS ont décidé de s'engager sur les législatives, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et évidemment, ils se sont tous engagés pour la gauche, pour le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Donc moi, je suis d'accord avec toi, mais l'expérience que j'en ai, c'est que l'engagement à l'heure actuelle, il n'est pas le même partout, quoi. L'engagement social, l'engagement, on veut régler des problèmes. Alors évidemment, quand on parle de CO2, chez les shifters, par contre, c'était beaucoup moins... donc là, c'est beaucoup moins politique. Les shifters, on a retrouvé quasiment de tous les bords, sauf extrême droite, du coup. Mais bon, peut-être aussi l'opinion un peu... Alors, je dirais pas juste dire climato-sceptique, parce que j'en sais rien, mais voilà, ils sont moins portés sur ces sujets-là. Mais effectivement, chez les shifters, c'était très clair, c'était apolitique, et il y avait de droite, du centre, de gauche, et c'était très intéressant aussi comme expérience. Donc oui, l'engagement, il est de tous bords. Voilà, moi, de toute façon, je pense que c'est même... L'engagement, en fait, il devrait être apolitique dans le sens où... Parce que tout à l'heure, je te parlais de décroissance et de non-consommation. Je pense que... Alors là, on repart sur la théorie du temps libre de André Gorz, je crois, qui disait qu'est-ce qu'on va faire de notre temps maintenant qu'on n'a que ça à faire de se divertir. Moi, je pense que justement, l'engagement, c'est la solution. L'engagement politique, l'engagement associatif, c'est une solution parce que les gens se rencontrent, les gens discutent, les gens font quelque chose... d'utile aussi de leur temps. Alors, il ne faut pas rentrer dans un utilitarisme, voilà, des injonctions à l'utilité, etc. Mais voilà, ce temps libre, cet engagement, et c'est pour ça que oui, si demain on me dit mais tout le monde s'engage dans tous les partis et c'est extraordinaire, c'est parfait, parce que je pense que c'est comme ça que ça peut, que c'est une clé de la solution. C'est-à-dire qu'il y aura tout le monde
avec des opinions complètement différentes, qui va s'engager, mais au moins on sera occupé à s'engager et plus à se foutre sur... voilà. Donc voilà, moi je sais plus où on en était, mais en tout cas je suis tout à fait d'accord avec toi, vive l'engagement des développeurs, et si c'est de tout le monde d'ailleurs, et quel que soit le bord, quoi. Alors, je suis forcément aligné avec cette idée-là, de se dire que, quelles que soient tes opinions, il faut effectivement... comment dire, il y a une expression en anglais qui est put your money where your mouth is. Donc c'est assumer tes paroles, grosso modo, tu vois, c'est de se dire, ok, j'assume mes convictions et je vais agir en conséquence, quel que soit ton bord politique. J'approuve encore plus le propos, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque si tous les devs s'engagent chacun sur leurs convictions politiques, qu'en fait tout le monde tire dans une direction opposée et qu'en fait plus rien ne bouge? Bah après, ça s'appelle la démocratie, hein. On appelle, en philosophie, on appelle ça la malédiction de la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes toutes les opinions, bah du coup, il n'y a plus aucune valeur absolue. Et donc, on tombe dans un certain nihilisme. Et effectivement, c'est ce qu'on voit de toute façon dans beaucoup de pays occidentaux. Et donc, oui, participer à la démocratie, c'est aussi un peu la détruire. Bon, voilà, une fois qu'on le sait, il faut peut-être juste le conscientiser. Il faut le conscientiser, il faut en parler, et pas se dire, voilà, je sais plus qui le président disait, on se fait lire à droite et à gauche pour gouverner au centre, parce que on veut respecter toutes les différences d'opinion. Bon, très bien, j'ai envie de te dire, pour moi, je pense que c'est pas un problème. Alors, pourquoi ? Parce qu'aussi, je pense que les sujets extrêmement graves comme... moi, je suis très porté sur l'écologie et donc le changement climatique. Ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître même à droite, alors que c'était pas leur sujet de prédilection. Là, je lisais un article la semaine dernière ou pendant les législatives sur un jeune député de droite qui disait « mais j'en peux plus ». On a fait j'ai poussé pour organiser c'était les Républicains, hein, donc j'ai poussé pour organiser une sorte de colloque sur l'écologie pour essayer d'évangéliser au sein des LR parce qu'ils comprennent rien. Et évidemment, ceux qui ont organisé, ils ont invité des climato-sceptiques. Donc ça n'a servi à rien, tout le boulot n'a servi à rien. Mais déjà, savoir qu'il y a un jeune des LR qui pousse pour ça, moi ça m'a rassuré. Je me dis ok, il y a peut-être une génération à faire sortir là rapidement pour passer à autre chose, mais moi je pense que voilà, de toute façon, c'est peut-être déjà trop tard, mais voilà, on a des choses qui sont concrètes maintenant, et les solutions vont être trouvées, que ce soit à droite, à gauche, au centre. C'est pas un problème. Je souhaitais du coup pouvoir te recevoir ici, donc sur les conseils de Dimitri, que je remercie au passage bien évidemment pour cette mise en relation. Pour parler effectivement de ton engagement, mais principalement autour de Data for Good, parce que de manière très pragmatique, tout le monde n'a pas forcément les moyens, pour tout un tas de raisons qu'il n'est pas forcément nécessaire de lister, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de quitter son taf pour aller trouver un job dans un environnement ou sur une boîte qui va mieux, qui va correspondre à son engagement idéologique. Donc toi, ce que tu fais sur Data for Good, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du temps que tu prends sur ton temps perso. Encore une fois, il y a des tas de gens qui n'ont pas les moyens de prendre sur leur temps perso pour faire autre chose. Mais sur Data for Good, du coup, c'est du temps que tu prends sur ton temps perso pour mettre à disposition tes compétences sur d'autres projets. Donc voilà, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce projet Data for Good, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est, tu vois, un peu tu peux nous dresser un peu un tableau de tout ça ? Alors, Data for Good, comme je disais, ça a 10 ans, ça s'est fondé sur en fait une sorte de buzzword, un buzz sur cette phrase, oui, les développeurs, c'est pas juste des gens qui sont faits pour cliquer sur des pubs. Et en fait, il y a 10 ans, ils ont décidé de créer un système qui s'appelle un système de saison. Donc, c'est-à-dire, un saison, c'est une période de 3 mois où des développeurs vont accompagner pendant 3 mois des associations qui ont des besoins qui peuvent être résolus en 3 mois. Donc, c'est pas, déjà, ça fait une sacrée contrainte, mine de rien. La deuxième contrainte, c'est que les développeurs, en fait, on n'allait pas les payer, ils n'allaient pas les payer, c'était des développeurs bénévoles. Donc, il y a aussi une contrainte de temps. Et en fait, on en reparlera après, mais ça fait pas mal de contraintes. Et donc, la saison, c'est une saison d'accélération. À l'époque, d'ailleurs, ils faisaient même 2 saisons par an. C'est pour ça que là, c'est la saison 13 l'année prochaine, alors que ça va être notre 10e année. Et en fait, donc, très rapidement, il y a eu du succès, il y a eu des beaux projets qui ont été menés. Je pourrais pas vous parler de projets de la saison 1-2, même si je sais qu'Opet Funfact, c'était là très rapidement, dans peut-être saison 3-4. Pioneer aussi, d'ailleurs, peut-être 6-7, voilà, dans les premières saisons.
En fait, comment ça s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure, l'asso s'est structuré en pôle pour pouvoir être... alors, ils appellent ça organique. Organique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de centralisation, pas d'organisation. Là, j'exagère un peu, bien sûr. Mais en gros, chacun est très autonome, chaque pôle est très autonome. Et donc, des fois, ça marche très bien. On se rend compte qu'il y a des choses qui se font toutes seules et ça marche hyper bien. Et puis, évidemment, des fois, mais vous avez négocié ça comme ça, mais sinon, on ne peut pas, c'est pas possible, il faut revenir en arrière. Ah bon, mais ça fait 3 mois qu'on est dessus. Bon. Donc, voilà. Il y a forcément des problèmes d'organisation, mais en fait, en tant qu'asso qui est composé que de bénévoles, on est un peu obligé, ça permet de faire fonctionner quand même beaucoup de choses. Et finalement, les ratés, on apprend de nos ratés et ça marche assez bien. Donc ça veut dire que chaque projet sur lequel vous travaillez dessus que pendant 3 mois, c'est ça? Oui, alors pour les projets en saison, oui. En fait, en pratique, non. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Déjà, nous, notre but, c'est de se créer... Alors, maintenant, on utilise beaucoup le terme de commun numérique. C'est quelque chose qui est très, très à la mode. Nous, on aime créer des communautés, des communs qui vont se maintenir dans le temps, etc. Parce qu'on n'est pas là juste pour faire des trucs qui, justement, durent 3 mois. Et d'ailleurs, notre gros succès, finalement, c'est d'avoir réussi à créer un forum, un Slack, avec plein de personnes qui sont venues au fur et à mesure des années. Donc, maintenant, on est à plus de 5000 personnes. Et quand on fait un appel à bénévoles, on est sûr d'avoir au moins une dizaine de personnes. Alors, vous allez me dire, le ratio n'est pas génial, mais on fait 20 projets par an, 10 en saison et 10 en hors saison, et je vais revenir sur ce qu'est un hors saison. Et donc, on est très content d'avoir ces 200 personnes, sachant qu'en saison, c'est plus, donc on va dire 300, 400 personnes actives à l'année, ce qui n'est pas rien, parce qu'on parle quand même d'ingénieurs, voilà, donc c'est des gens qui, effectivement, comme tu disais, n'ont pas toujours beaucoup de temps, et donc on arrive à faire des belles choses. Alors, cette notion de commun numérique, c'est-à-dire comment on fait pour qu'un projet soit utile dans le temps. Alors, j'ai parlé de hors-saison. Alors, hors-saison, c'est un projet qui est mené grâce à la communauté Data for Good, c'est-à-dire que des personnes qui ont des projets sympas, que nous, on sent que ça ne va pas passer en saison parce que c'est beaucoup trop long, ou parce que c'est pas encore assez bien défini. Mais on leur dit, mais vous êtes motivés déjà? Vous êtes technique? Très bien. Utilisez notre Slack comme vous voulez. Et là, ils font leur appel à bénévoles, ils disent on va créer notre sub-channel pour notre projet, et hors saison peut durer plusieurs années. On a vu l'atelier 2 tonnes, qui est maintenant très connu, qui s'est fait sur notre channel Slack. Il y a Cota Climat, qui est beaucoup plus récent, qui a pu se financer grâce à un hors-saison de Data for Good. Ils ont réussi à avoir un financement de l'ADEME. Donc il y a eu des très beaux hors-saisons, et là, l'équipe organisation de Data for Good n'était pas impliquée. Un petit peu, parce que justement, grâce au pôle de Data for Good, donc les pôles, ça va être des pôles tech, des pôles partenariat, pôles communauté, pôles formation, parce qu'on va essayer de faire monter en compétences les bénévoles. En fait, le pôle tech va être là, tous les pôles sont là pour aider les hors-saison et les projets en saison, en fait, comme un appel à l'aide. C'est-à-dire que n'importe quel projet sur notre forum a le droit de dire « Ok, moi, en fait, j'ai lancé un truc sur React, là, j'ai un bug, je comprends pas, aidez-moi. » Et là, on va l'aider. Alors, j'ai dit React, c'est typiquement le mauvais exemple parce qu'on a très peu de front. Mais voilà, si c'est du Kubernetes, si c'est de l'infra, si c'est du back, du SQL, on est toujours là. Et donc, ça nous permet, en fait, d'être partout. Parce que si on essaie de suivre chaque projet, on s'en sort pas. On est 10 ou 15 bénévoles sur le pôle tech et on ne pourrait pas se permettre de suivre tous les projets. Et donc pour la saison, une fois qu'on a créé cette communauté de bénévoles pendant 3 mois et qu'on a mis des pôles transverses à tous les projets, ils font leur petit bout de chemin en saison et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs solutions. Soit le projet est super. On essaie de faire essentiellement des POC en saison. C'est important, un proof of concept. On essaie de démontrer qu'un outil a une valeur, finalement. Il y a certains projets qui vont beaucoup plus loin. Mais une fois que ça a fonctionné et qu'en interne, ils ont réussi, parce que c'est souvent ça, c'est souvent des personnes un peu solitaires dans une boîte ou dans une asso, enfin, on fait que des assos et des labos aussi, ils ont réussi à prouver que ça avait de la valeur, ils arrivent à débloquer des financements, soit en interne, soit via des appels à projets. J'ai parlé de Cota Climat tout à l'heure, ils ont eu un financement de l'ADEME. Donc, en fait, avec cet argent, ils peuvent jeter le POC, c'est pas important, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. Et en fait, ils ont réussi à avoir ce financement qui leur permettait de faire les choses plus sérieusement. C'est-à-dire que si à la fin du POC, le projet, il marchote parce que, je sais pas, en prod, il y aurait des bugs, c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils ont prouvé que ça fonctionnait, prouvé qu'il y avait un acheteur, et qu'avec le financement, ils ont pu payer un freelance pendant 6 mois qui a fait les choses proprement. Parce qu'en fait, un freelance, une fois qu'on a fait une spécification, parce que le POC, c'est aussi un peu spécification, et ça, c'est super important, une fois que le freelance, il a vu que ça marchait, il peut refaire la même chose beaucoup plus rapidement. Des fois, 1 mois de freelance, ça va refaire le projet. Mais en fait,
faire une spécification, c'est déjà très dur, en fait. Ouais. Bon, ça, je pense que tu le sais aussi bien que Et moi. puis le fait de faire un POC, ça te permet aussi de tester, de voir ce qui fonctionne pas, donc déjà aussi écrémer Et exactement. tout un tas de points C'est ça. bloquants qu'on voit pas quand on fait la spec, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est ça la vraie valeur qu'on a. Et nous, alors, ce qu'on aimerait à l'avenir, c'est d'avoir la valeur production qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle et qu'on a eu un peu sur la saison 12, donc qui s'est finie là en avril-mai. Notamment sur les ping bombs. Les ping bombs, je ne sais pas si tu connais les carbon bombs. Les carbon bombs, c'est notre projet phare de l'année 2023. C'était octobre 2023. Il est sorti sur lemonde.fr. C'était une visualisation des bombes carbone. C'est-à-dire qu'il y a un article scientifique qui est sorti il y a 2 ans sur chacun de ces projets pétroliers dans le monde est capable de nous faire dépasser notre quota de CO2 des accords de Paris, au niveau mondial, hein. Il y en a, je ne sais plus, 20, 30, 50, je ne sais plus. Et donc ça a eu un vrai retentissement au point que la présidente de l'association Data for Good, donc Lou Wellgreen, elle a été invitée par une commission du Sénat pour témoigner sur les activités de Total. Donc pour nous, ça a été vraiment important, un projet très important. Et donc cette année, donc forcément, avec le retentissement que les Carbon Bombs ont eu en octobre, sur la saison 12 qui a commencé en janvier, on a plusieurs, il n'y en a pas eu qu'un parce qu'on a dû écrémer, mais il y a plusieurs projets qui nous disent, bon, on va faire comme les Carbon Bombs, mais avec tel ou tel sujet. Et finalement, on a pris donc les Ping Bombs qui ont dit, ok, nous, on veut montrer que l'élevage de saumon, c'est hyper néfaste pour plein de raisons financières, de santé, au niveau des pays, de chaque pays, il y a des législations qui posent problème, etc. Et en fait, ce projet, ils ont réussi à aller beaucoup plus loin parce qu'ils ont trouvé des bénévoles qui savaient faire du React, qui savaient faire du storytelling, et ils ont sorti un truc de prod au bout des 4... Alors du coup, comme ils étaient hyper motivés, ils ont fait plus que 3 mois, ils ont fait 5-6 mois, ils ont fini en juillet, là. Et ils ont fait un super site web qui sortira... sous peu, je pense. Alors en fait, quand je dis sous peu, ça va être septembre, octobre, je sais pas encore. Mais donc voilà, on a des très beaux projets maintenant qu'on sait qu'on est capable de faire émerger des projets de prod, on va essayer de se structurer pour aller dans ce sens-là. Okay. Mais donc c'est pas que des projets autour de la data, parce que là tu nous parles quand même d'un site en React, tu nous parles de storytelling. Les ping bombs, il a fallu agréger beaucoup de données sur Internet. Mais effectivement, c'est un bon point. C'est un très très bon point, c'est que la data, c'est pas que du data ing, c'est pas que une base MySQL, c'est pas que des ETL en DBT, et bon. Mais la data, c'est aussi savoir la valoriser, la data. On en parlait déjà tout à l'heure, mais comment valoriser la data, c'est hyper important. Comment faire passer de l'information à des métiers qui sont encore très, très... comment dire, la data est très absente de ces métiers. Je pense à des juristes, je pense à des avocats, je pense à des politiques. Toute cette vulgarisation-là, c'est une vraie problématique pour Bloom. On essaye de travailler là-dessus, mais c'est compliqué. Comment on arrive Nous, on a récolté la data, mais c'est Bloom qui a fait la partie justice dans son coin, qui a porté plainte, etc. Mais eux, ils font un vrai travail dessus. Alors moi, j'ai pas cette vision-là avec Bloom, mais on sait que c'est une problématique et on essaye vraiment d'évoluer là-dessus. C'est-à-dire comment vulgariser pour faire comprendre à un maximum de monde certaines problématiques. Et donc pour ça, c'est de la data qui est présentée d'une certaine manière. Et pour moi, le storytelling, c'est complètement de la data. Et aujourd'hui, tous les projets, que ce soit des labos ou des associations qui viennent vous voir pour monter un projet, ils ont déjà une idée assez claire de comment le faire, ou en général, c'est aussi vous qui apportez les choses. Est-ce qu'ils ont déjà la donnée à disposition, ou est-ce que, encore une fois, c'est aussi à vous d'aller les aider à trouver des sources de données, d'informations? Tu vois, c'est quoi un peu le niveau d'intervention de Data for Good sur ces projets-là? Ouais, alors, il y a tout. Il y a tout. Pourquoi on veut vraiment être open bar, dans le sens où il n'y a pas de contrainte pour postuler chez nous, à part avoir une idée. Si vous avez une idée qui est excellente, aucune compétence, on peut même faire avancer le projet sur fonds propres. C'est déjà arrivé une fois. C'était les Carbon Bombs, en l'occurrence, où on a payé un freelance pour faire avancer le projet. Parce que, en fait, notre objectif, c'est d'avoir de l'impact. Et donc, si le projet est magnifique, mais que derrière, on sent que l'asso n'est même pas capable de tenir son projet, on va aider, quoi. Donc, il y a vraiment de tout. Le deuxième point, c'est qu'il y a déjà tout un écosystème. Il y a déjà tout un écosystème de Tech for Good qui existe. Shareit, Latitude, Make Sense, qui, eux, ont des contraintes. Eux, c'est des associations qui ont réussi à se faire financer. Alors, je dis qu'ils ont réussi parce que nous, on va chercher à se faire financer pour 2024. On a commencé à répondre à des appels à projets. Et eux ont décidé de poser des contraintes. Alors, je crois que c'est Latitude qui dit vous devez avoir 2 employés pour qu'on prenne en main votre projet. Bon.
Et donc nous, finalement, on a trouvé naturellement notre place parce qu'on s'est dit, nous, de toute façon, on n'est que des bénévoles, on n'a pas ces contraintes d'appel à projets régulières, etc. Et on aimerait garder cet état d'esprit-là qu'on a eu depuis 10 ans, même si on arrive à se faire financer à terme. On aimerait vraiment garder cette liberté-là venez comme vous êtes. Et donc, pour donner des exemples quand même très concrets, dans beaucoup de projets, c'est nous qui allons chercher. Parce qu'en fait, quand les gens il y a quand même peut-être 50 assos qui vont faire appel à nous, mais il y a zéro data. Alors, il n'y a pas zéro data, comme tu me disais, oui, mais c'est du front ou de la data vise, il n'y a pas de data. Il y a zéro data parce qu'il n'y a même pas de data à scraper, de data à récupérer sur Internet, de data à récolter via des questionnaires de feedback. Il n'y a même pas de base, en fait. C'est juste du front et ils veulent mettre un graphique. Et là, on leur dit, non, en fait, désolé, mais on ne pourra même pas faire semblant que c'est de la data. On n'est pas là pour créer... Alors ouais, ça, le nombre de sites internet, d'intranet qu'on nous demande de créer. Non, désolé les gars, c'est pas notre boulot. On veut de l'impact aussi. Parce que pourtant, créer un intranet pour une association qui va, activement contribuer à le renouvellement des forêts, par exemple, ou ce genre de choses, c'est aussi un moyen d'avoir un impact auprès de cette association. Si dans leur intranet, ils font des calculs de densité forestière, d'espèces et tout ça, on peut faire cette partie-là. Okay. On peut faire cette partie de calcul analytics, on fait un POC, on leur dit voilà, vous avez réussi à faire ce calcul-là et maintenant vous pouvez le réimplémenter dans votre intranet. On ne va pas faire l'intranet avec la gestion des comptes. Si c'est leur configurer un Slack et un SharePoint, c'est pas le... Voilà, non, c'est pas le but. Faut aussi qu'il y ait... Ah oui, il y a aussi ceux qui pensent que la technologie fait tout. On va exclure déjà ceux qui pensent qu'on va refaire Google en 3 mois. Bon, c'est déjà arrivé plein de fois. Mais il y a ceux qui pensent que la technologie amène la communauté. Et nous, ça, on dit non. Soit vous avez déjà une preuve de quelque chose qui fonctionne avec un groupe Slack, WhatsApp de 20 personnes qui vous envoient de la donnée parce que des questionnaires de feedback, vous êtes déjà un mini POC du coup, et on veut bien vous aider. Mais en fait, c'est pas nous, en créant une application, qui allons créer votre communauté. Parce que ça se trouve, l'application sera utilisée par personne, elle sera téléchargée par personne pour être visible, etc. C'est compliqué. Donc voilà, c'est pas la techno qui amène la communauté, mais c'est l'inverse. C'est la communauté qui va permettre de dire, OK, on a besoin de cette techno-là. Et donc, voilà, on va prendre tous ces projets qui sortent un peu du lot en termes d'impact, de vision, de valeur. Et là, y a ceux qui ont... et c'est pour le coup, dans 95% des cas, zéro tech en interne. Et en fait, ils sont là pour porter caution. En fait, ça, on l'a bien remarqué. Et je sais que les autres acteurs de la Tech for Good l'ont remarqué aussi. Dès qu'on accompagne un projet, s'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable du projet côté asso, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, vous êtes bénévole, vous allez passer 3 heures de votre temps le soir. Et la personne en face, qui est une asso qui va finalement profiter de ce travail-là, elle vient pas. Et à chaque fois qu'on a eu ça, les projets ont échoué. C'est normal. En fait, il faut qu'il y ait une personne qui soit le responsable, qui ait les connaissances métiers pour répondre aux problèmes. Quand on travaille avec Bloom sur des données AIS de bateaux et qu'on a des questions pointues sur la géolocalisation, il faut que la personne soit là. Donc c'est pour ça que Bloom a très bien marché. Et aussi parce que Bloom, c'est un gros nom des assos. Maintenant, avec Claire Nouvian, on commence à bien connaître Bloom. Donc c'est forcément, si c'est des gros noms, ça attire aussi. Et nous, on peut se l'avouer, on est aussi sensible à ça. Sur 12 projets, on va essayer d'avoir des beaux noms. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on va chasser les assos. Parce qu'en fait, donc il y a toutes les personnes qui postulent, mais il y a aussi tous les projets que nous, on va chasser. En disant, Bloom, en fait, si c'est pas eux qui ont toqué à notre porte, c'est nous qui sont allés les voir. Pendant plusieurs années d'ailleurs, apparemment. Moi, j'étais pas là, mais il a fallu aller trouver la bonne personne au bon moment pour la convaincre qu'en fait, on pouvait leur être utile. Et on est très content d'avoir fait ce projet avec eux. Et c'est pas la première fois. On va très souvent aller toquer au port des assos qui sont soit connus, mais pas connus au sens... c'est des gros assos, on va pas aller voir les assos du cœur, ça n'a pas de sens. C'est eux, ils peuvent se permettre de se payer des devs. Mais des assos qui sont reconnus dans des écosystèmes particuliers. Mais dans ce que tu décris, notamment dans ce fait d'aller chercher des associations, c'est d'une certaine façon aussi une acceptation que la tech peut être une solution dans certains cas. C'est-à-dire que vous apportez quand même une solution à des associations, à des mouvements, à des collectifs qui ont un besoin d'outillage en tout cas. Oui, mais en fait... Si
si on va les contacter, alors déjà, les contacter, c'est une part du travail. Parce qu'évidemment, une fois qu'ils arrivent, on dit on ne sait pas trop quoi faire avec vous, on va faire des réunions, des brainstorming, on ne sait pas trop, allez, on peut arriver que ça ne débouche à rien. Donc il faut qu'eux aient la bonne idée, nous présentent le bon use case. Et en fait, c'est ça, le métier. Le métier, c'est un use case avec une solution qui n'est pas technique, qui va être manuelle, et qu'on va essayer d'automatiser. Mais s'ils n'ont pas déjà une solution qui fonctionne, on va très rarement faire de la R&D pour trouver une solution. Là, j'ai pas de la pure R&D, du social, tu vois, j'ai pas d'idée, là. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans cette aide que vous apportez à ces différentes associations, il y a votre expertise technique, que ce soit en dev ou en data ou ce genre de choses, pour les aider soit à prouver un problème. Si on prend le cas des CO2 bombes que tu évoquais tout à l'heure, donc c'est réussir à extraire de la donnée pour réussir à en faire quelque chose d'utile. Si on reprend les quelques exemples de, entre guillemets, intranet que vous avez pu mettre en place, et aussi du coup leur donner les moyens de se développer et d'agir. Donc, ça montre que quand même la techno, d'une certaine façon, apporte une solution ou un moyen. Tu vois, tu évoquais tout à l'heure ne pas être solutionniste de ce côté-là. Il y a quand même aussi le fait que mine de rien, ça... Il y a un côté scalabilité. Ouais. Il y a un côté scalabilité, et même si demain on partait sur des fédérations d'associations, le simple fait de pouvoir communiquer entre elles d'une manière simple avec la technologie, évidemment ça aide. Mais ça reste un outil. Ça reste un outil qui va t'aider à... Et tu peux pas te dire que c'est l'outil qui a résolu le problème, parce que le même outil avec une autre association qui fait complètement les choses différemment, ça pourrait marcher aussi. Oui, c'est pas résoudre le problème, c'est donner les moyens à des gens de résoudre leur problème. Ce que je dis souvent, c'est nous, on résout pas le problème, mais on aide à résoudre le problème. C'est ça, donc on les aide, on les accompagne. Après, comme on est, nous, beaucoup des personnes qui sont... on a parlé d'engagement, de sens, etc. Évidemment qu'on va s'intéresser aux problèmes. On va s'intéresser aux problèmes et on va essayer de se mettre à la place des assos. Et donc, ça c'est quelque chose et que je pense que tout le monde peut faire. Il faut se bouger un peu les fesses et y arriver. Mais je me souviens qu'avec Bloom, on avait des discussions en disant « Ah oui, mais alors eux, ils éteignent leur capteur AIS pour pas se faire repérer quand ils rentrent dans une zone protégée. Mais c'est inadmissible. Comment on fait pour détecter ça? Est-ce qu'on peut pas utiliser un algorithme de machine learning pour essayer de... » Bref. Donc, tu vois, c'est beau aussi, c'est que tu arrives dans un métier que tu connais pas et tu essayes de réfléchir avec eux. Mais bon, la connaissance métier, c'est quand même eux qui l'ont, quoi. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'on fait aussi de l'associatif, c'est pour sortir de notre métier tech, pour être là, pour résoudre ces problèmes-là, quoi. Au final, ces associations sont un peu comme des clients que vous avez, auxquels il faut apporter une solution. Toi qui as travaillé dans d'autres entreprises qui n'avaient pas forcément vocation à être, à avoir un impact RSSE marqué, qu'est-ce que tu perçois comme différence entre ces clients que tu as aujourd'hui versus ce que tu as connu dans un environnement professionnel plus traditionnel, on va dire? Alors, déjà, même si je sais que tu as fait exprès d'utiliser le terme client, je ne peux pas te laisser faire. Pourquoi? Parce qu'on ne leur demande pas d'argent, et évidemment, la relation... Oui, bien sûr. Ça j'entends qu'il n'y a pas de notion d'argent. Oui, mais c'est dans le sens où c'est un demandeur. Oui, une prestation. C'est une prestation, voilà. Mais ça change tout, et je te dis quand même, c'est... Bon, dans l'ESS, on vit beaucoup sur des appels à projets et des dons. Et donc, ça change tout. Ça change tout en termes de relations. Déjà, sur les appels à projets, qu'est-ce qui se passe? Déjà, nous, on peut avoir envie de participer à leurs appels à projets. Et pourtant, on est... Alors, pas avec Bloom, mais par exemple, on a aidé une association qui s'appelle Utopia. On parlait un peu d'intranet, et il y a un petit côté, finalement, ici. C'est de l'organisation interne, c'est-à-dire, on va cartographier des camps de personnes en détresse, pour pas dire autre chose, dans Paris, et pour que toutes les assos qui font des dons, soit en nourriture, soit en matériel, etc., puissent mieux s'organiser, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se marchaient un peu trop dessus. Et avec cette association-là, on va essayer de faire des appels à projets en commun. C'est-à-dire qu'on a fait un outil gratuit, eux ont prouvé en interne que c'était utile. Ils ont débloqué des financements en interne pour faire continuer le projet, et on leur a dit mais attendez, c'est très très bien qu'on continuons avec votre argent, mais en plus nous ce qu'on vous propose c'est de répondre à tel appel à projet sur le social ensemble. Comme ça nous on pourra, avec notre expertise de chef de projet, etc., faire continuer le projet et on n'aura pas besoin de vos fonds à vous. Et du coup, on se partage l'appel à projet. Ça se fait beaucoup, les consortiums d'associations pour répondre aux appels à projet. Mais c'est pour te montrer à quel point on peut aller loin en termes de partenariat. C'est-à-dire qu'on va même se partager de l'argent d'appel à projet. Okay.
Et donc après les dons, il y a aussi voilà, la théorie du don contre don, c'est-à-dire que forcément on donne, on n'est pas contre si on nous redonne des dons, mais ça on le demande jamais. On fait savoir qu'il y a une cagnotte, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Souvent ça se limite quand même à des déclarations communes sur LinkedIn, ça pour nous faire de la pub, mais pour ceux qui ont un peu plus de facilité sur le long terme, on reçoit quand même de l'argent. Okay. Et alors pour revenir sur ta question, excuse-moi, je digresse à chaque fois, je pourrais parler de Data for Good pendant 6 heures. Et donc, du coup, déjà la confiance. La confiance vient en fait du fait qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Quand tu es capable en réunion d'arriver et d'avoir un objectif qui est vraiment commun, tu vois, qui est vraiment commun. C'est pas juste, on est tous là autour de la table, on sait qu'on veut arrêter ce chalutier, tu vois. On sait qu'on veut faire cette cartographie et on n'est pas là pour finir un contrat en temps et en heure. D'ailleurs, et c'est le deuxième point, on est des bénévoles. On est des bénévoles et comme on n'a rien signé parce que c'est non contractuel, on n'a aucune pression. Alors je dis pas ça en disant tant mieux, on fait rien. Évidemment, on se fout la pression nous-mêmes. Parce qu'il y a un engagement personnel quand même qui est là. Ouais. Et puis on ne veut pas se discréditer. Mais néanmoins, nous on prévient à l'avance, tous les ans sur 12 projets, il y en a au moins un qui échoue. Les mauvaises années, 2. Soit parce que, alors, si ça peut être la faute de l'association qui ne s'est pas mobilisée. En saison 11, c'était notre faute. Il y a eu un vrai manque d'accompagnement de la part de Data for Good. On a d'ailleurs changé complètement notre organisation suite à ça. Mais c'était notre faute. En fait, on s'est rendu compte que c'était une asso de dev, mais qui faisait un projet, et ça, c'est un peu un grand regret, un projet qui permettait aux gens de mieux comprendre comment faire des démarches administratives. Donc en soi, c'est louable. Et en plus, ça change, parce que souvent, ça en parlera, mais les projets dépendent beaucoup du contexte actuel. C'est-à-dire que le jour où Trump s'est fait élire, on a eu 18 projets sur les fake news. Après, l'année d'après, c'était 150 projets sur le CO2, et maintenant, c'est la biodiversité. Pourquoi pas ? On va essayer quand même d'avoir 12 projets un peu équilibrés. Si la mode du moment, c'est la biodiversité, on va se limiter à 4 et on va essayer de faire un peu l'égalité des chances, le social, on va essayer d'avoir un peu de tout. Et en fait, je me suis perdu. La relation sur les bénévoles. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pression, mais il y a des projets qui échouent. Donc là, c'était un projet en Java. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'attirait pas les bénévoles. Le côté l'administration, résoudre un problème avec l'administration. En fait, moi, c'est un truc qui m'a un peu hanté. Et je ne pense pas que Data for Good soit comme ça. Je pense qu'il y a eu aussi un problème d'organisation, etc. Mais on ne veut pas être une association à buzz. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui c'est le CO2 et les biodiversités, mais on ne va pas se forcer à mettre des pandas sur tous nos projets. Ça, c'est hors de question. Donc, on a vraiment, on s'est posé la question, on s'est dit, ok, on va pas faire, on n'est pas une asso à buzz, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? En fait, il y avait trop de choses, c'était pas un projet, le côté Java, ça marche pas non plus. On a une communauté de bénévoles où c'est 98% du Python. J'exagère, il y a peut-être 90 et après il y a du React qui se battent, quoi. Et d'ailleurs, on a travaillé avec Interop, qui est une association qui travaille avec les hôpitaux. C'était très intéressant et c'est marrant parce qu'on fait un démo day à la fin des saisons où chaque chef de projet présente son projet. Donc on a 12 projets qui passent les uns après les autres. Et la personne de Interop, parce que eux, dans les hôpitaux, c'est un peu de la recherche un peu plus, comment on pourrait dire, pas scolaire, mais universitaire. Hein, ils travaillent encore beaucoup en R. C'est vrai qu'en entreprise, on ne travaille plus du tout en R. Ou plus, je ne sais même pas si on a déjà travaillé en R en entreprise. Et la personne a dit, bon, on a commencé le projet avec du R, on a vite compris que ce serait impossible, donc on a créé un pont R-Python. Et là, ils s'en sont sortis. Et le projet était plutôt très correctement, je dirais pas juste dire un succès comme les autres, parce que on pourra reparler de la notion de succès, mais c'était un très beau projet avec beaucoup de bénévoles qui sont été là du début à la fin. Et là, j'ai vu des messages encore ce matin où il y avait encore des bénévoles et des réunions qui avaient lieu, quoi. Et ça, c'est un succès. Ça veut dire que le fait de voir une communauté qui continue, outre l'impact direct du projet, la communauté qui continue, c'est vraiment le deuxième facteur qu'on cherche à avoir, c'est qu'on a créé une communauté. Donc les deux choses phares, donc je te dis, c'est la relation d'argent et la relation de bénévole. C'est-à-dire qu'un bénévole peut disparaître du jour au lendemain. C'est quand même plus rare en entreprise, j'espère. Un bénévole
peut avoir des soucis, peut dire en fait j'ai mal fait mon boulot aussi, il faut tout changer. Enfin, il peut y se passer plein de choses qu'en entreprise on va pas forcément voir. Et il y a aussi les bénévoles qui veulent faire les choses en grand, et puis nous on n'a pas surveillé, ils ont commencé un truc de malade et en fait non, c'est... Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer avec le fonctionnement de Data for Good, et c'est pour ça qu'on essaye avec des pôles et tout ça de résoudre un peu tous ces problèmes. Mais de fait, on n'est pas maître du projet une fois qu'il est lancé, parce qu'on a du mal à suivre 12 projets en même temps, parce qu'on a une équipe d'organisation de 20 personnes avec 6 ou 7 pôles, 10 dans le pôle tech et 5 dans le pôle saison peut-être. Donc ce qui fait que en fait les assos sont contents de nous voir. C'est pas toujours le cas en entreprise, je suis désolé, hein, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Sont contentes de nous voir, nous remercient parce qu'elles savent ce qu'elles nous doivent aussi et le temps qu'on passe. Et même s'il n'y a pas de succès, ou même si des fois c'est un échec, il y a vraiment on leur envoie un questionnaire de feedback, ils nous répondent, ils nous disent ouais, on aurait dû faire ça mieux, on n'a pas été content là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment une relation de co-construction sur des objectifs communs. Et ça, en entreprise, je pense que ça reste, je dirais, assez rare, quoi. Ouais, carrément. Tu as évoqué un peu l'après, ce qui rejoint une question qu'on a eue sur le live. On sait effectivement qu'un projet tech n'est jamais complètement fini, que c'est quelque chose qu'il faut continuer à maintenir en permanence. Tu as évoqué aussi un petit peu tout à l'heure le fait que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un d'engagé côté association pour le projet. Comment ça se passe l'après est-ce que vous avez des règles sur la façon dont c'est transféré après à l'association? Est-ce que vous restez là quoi qu'il arrive? Comment l'après se passe? Alors j'en ai un peu parlé en disant qu'on pouvait soit trouver des financements, enfin eux pouvaient de leur côté trouver des financements sur notre projet, trouver des financements en commun, donc il y a ce côté financement qui est pas négligeable. Néanmoins, dans la plupart des cas, c'est une question qu'on se pose beaucoup depuis 2 ans en fait, celle que tu viens de poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On explore beaucoup de choses. On a essayé un projet en no-code cette année, c'était la première fois. On va essayer de s'ouvrir un peu au no-code, voir ce que ça donne, une licence, comme ça, le but c'est qu'une fois que la saison est finie, alors faut pas faire que du no-code, hein, si on fait 12 projets en no-code, ça va être compliqué pour les développeurs, mais voilà, on va voir justement quelle est la fenêtre d'ouverture pour le no-code. Du cloud. Le cloud, c'est pareil, c'était la première année qu'on invitait vraiment les projets à partir dans leur cloud en disant voilà, on vous a accompagné, on a fait un POC, encore une fois, vous pouvez aller... vous pouvez trouver des financements de votre côté, mais ce qui est sûr, c'est que nous, en fait, pendant la saison, les POC, ils sont mis sur notre cloud à nous. Scaleway nous donne un petit billet tous les mois, un petit bon tous les mois pour pouvoir faire ça. Donc c'est très, très gentil de leur part. Et donc on arrive à faire tenir nos 12 projets sur quelques VM Scaleway. Mais en fait, le bon ne suffit pas, et donc on leur dit non. Et puis de toute façon, toutes les saisons, si on gardait 12 projets, à la fin, ça finirait par exploser. Donc de toute façon, notre but, c'est qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible. Et donc, à l'heure actuelle, quand même, on se dirige plutôt sur des mises dans le cloud. N'importe lesquelles, hein, ça peut être... Mais alors, au-delà de l'aspect purement technique de comment est-ce que le projet est hébergé, l'idée, c'est que l'association, elle reprend la maîtrise et le contrôle de son projet, et vous les laissez... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on sait comment ça finit. On sait comment ça finit. Il n'y a pas de tech de leur côté. C'est des petits assos. Donc, non. Soit c'est souvent des assos qui vont jongler entre les personnes capables de les aider. Enfin, on parle d'assos qui n'ont souvent pas de financement du tout, ou très 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 peu. Hein. Là, on avait fait cette année un projet avec 0 déchets sauvages, donc qui devait cartographier tous les déchets donc sauvages, c'est-à-dire posés dans des endroits comme les plages, les parcs naturels, les parkings même. Les droits pas faits pour quoi. Et eux, ils se font aider depuis plusieurs années par un prestataire qui est en fait un partenaire du Muséum d'histoire naturelle, et je me souviens plus du nom, bon, c'est pas très grave. Mais en gros, il y a des contraintes quand on travaille avec ces prestataires, parce que donc, comme c'est un truc, bon, c'est pas cher apparemment, j'en sais rien, je connais pas les prix, mais apparemment c'est quand même porté sur des projets qui ont du sens. Ce zéro déchet sauvage en fait a dit ok, vu les prix quand même on peut pas se permettre de tout faire, donc le POC que vous allez implémenter, une fois s'il est réussi,
on aura fait toute la partie spécification, un peu ce que je te disais tout à l'heure, on fait la partie spécification et on le fait réimplémenter par ce prestataire-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Ils ont déjà quelqu'un qui peuvent payer de temps en temps. Deuxième truc, c'est jongler avec un autre accélérateur. Il y a la DINUM qui a... Alors, c'est pas la DINUM, pardon, c'est une sous-section de la DINUM. Donc, c'est-à-dire, la DINUM, c'est la division interministérielle du numérique. Donc, il y a une sous-section de la DINUM qui fait ça, qui accompagne Pioneer en ce moment, et donc moi. Il y a aussi Sherit, j'ai parlé de Sherit et de Make Sense. On a envoyé 2 projets vers Sherit en disant voilà, c'est des beaux projets, est-ce que vous pensez que... ils ont 2 personnes en interne, mais ils ne sont pas techniques par contre. Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Alors, je crois que ça n'a pas avancé, pour être honnête. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, en fait, c'est souvent la débrouille quand même. Ouais. C'est souvent la débrouille. Mais vous assurez une espèce de passation avec une autre équipe technique qui va prendre la suite du projet pour le maintenir, le continuer ou l'avancer? Pas forcément. Alors déjà, il y a des très beaux projets qui, eux, arrivent à maintenir sur du très long terme. Je pense de saison 8, saison 9, j'ai vu, il y a encore un projet saison 8, un projet saison 9 qui utilisent encore le Slack comme si la saison avait commencé la veille. Donc ça, c'est la même équipe de bénévoles qui est restée pendant 3, 4, 5 ans. Mais sinon, ils peuvent faire appel à notre Slack. Il y a toujours le pôle tech dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est ceux qui ont envie de continuer à utiliser nos Slack peuvent le faire. Et en fait, ils vont faire des appels à bénévoles de leur côté. Est-ce que là j'ai un bug sur mon outil qu'on a fait en saison 11, est-ce que vous pouvez me débugger, etc. Mais on ne va pas refaire une feature, on ne va pas réimplémenter quelque chose. Après il y a ceux qui peuvent revenir nous voir avec une super feature hyper impactante et on va les refaire passer sur une saison. Ça oui, mais dans ce cas c'est un nouveau projet presque. Okay, donc il y a quand même une maintenance d'une certaine façon. Oui, mais en fait c'est pas de la maintenance. Enfin, il y a des gens qui font ça extrêmement sérieusement avec une maintenance, avec du suivi pendant 2 ans. Là, je pense pareil encore la petite Sherit par là. Donc, mais Maxence et Sherit, bref, mais pas nous. Comme je te disais, les contraintes de bénévolat, du fait qu'on ne peut pas assurer plus de 12 projets suivis en même temps, etc. Donc ça reste une maintenance qui est faite un peu à notre manière, c'est-à-dire demandez-nous quand vous avez besoin et on va répondre. Mais on ne va pas aller les voir toutes les semaines pour leur demander comment ça va, quoi. Ok. Canon, c'est passionnant comme échange, cet engagement. Moi forcément fait plaisir à voir et je partage, même si mon engagement est pas sur les mêmes aspects. Si justement un auditeur aujourd'hui veut s'engager, veut participer, que ce soit de Data for Good ou à d'autres choses, ce serait quoi tes recommandations? Où aller? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a notre site web avec un lien d'inscription sur notre Slack, comme ça, si vous voulez découvrir tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui se mettent en watcher sur notre Slack et qui attendent plusieurs saisons, des fois, avant d'oser se lancer, peut-être prendre un peu d'expérience, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Slack, c'est gratuit et vous pouvez voir ce qui s'y passe. On va faire un appel à bénévoles en septembre pour l'équipe organisatrice, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire du partenariat, si vous avez envie de faire de la communication, du tech, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Organiser la saison, là c'est très très chef de projet, spécification. Donc pour l'équipe organisatrice, et on fera évidemment l'appel à bénévoles pour la saison 13 en janvier prochain. Et il y a aussi les hors-saison. Par exemple, là, on a lancé il y a 3 semaines un projet du Muséum d'Histoire, qui est accompagné un peu par le Muséum d'Histoire Naturelle, mais qui manque de ressources, sur Lichen, ça s'appelle Lichen Go, qui mesure la qualité de l'air en fonction de photos de lichen sur les arbres en ville. Donc voilà, c'est un hors-saison comme un autre. Et pour ceux qui aiment le machine learning, on a aussi... Je dis ça parce que c'est le buzzword en ce moment, mais sachez qu'on a aussi des projets buzzword. Donc on a fait un très très beau livre blanc de l'IA il y a 2 ans qui a eu un certain, je crois, retentissement. En tout cas, il est souvent cité, le livre blanc de l'IA dans la communauté française, parce qu'il y a peu de ressources, peut-être en français, moins de ressources. Et je sais que le projet de la saison 12 qui fait du calcul de CO2 DLLM a eu un sacré succès. Donc voilà, il y a toujours des projets en cours pour ceux que ça intéresse. Ok, canon. D'après toi, il faut avoir quoi? C'est 1 heure par semaine de temps libre, 2 heures, 3 heures? Est-ce qu'il y a un minimum à avoir? Moi, je dis toujours, venez, même si vous avez que 2-3 heures. En dessous de 2 heures, en fait, vous allez faire une réunion et installer votre environnement de dev, et la semaine d'après, vous serez perdu parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont fait des choses. Donc, moi, je dis, venez quand même si vous avez que 2 heures, découvrir l'assaut. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent en Watcher, en Fantôme,
qui regarde ce qui se passe. Moi, j'ai mis, parce que j'ai dit que j'avais commencé le Data for Good il y a 3 ans, mais en fait, je suis rentré sur Slack il y a 5 ans et j'ai mis 2 ans avant de m'y mettre. Après, c'est un engrenage. Une fois qu'on aime ça et que ça devient notre hobby, on fait de la place. Dans son emploi du temps, bizarrement, on fait beaucoup de place quand on veut. Donc moi, je vous invite à vraiment juste essayer et puis vous verrez, quoi. Donc pour être très actif, soyons honnêtes, 2-3 heures, ça suffira pas. Pour être très actif et impactant sur un projet, faut plutôt passer 2 grosses soirées, donc 21h minuit, je dirais. Pour les parents qui commencent à travailler à 21h, une fois qu'ils ont couché les enfants, moi c'est ce que je fais. Mais voilà, en dessous de ça, ce sera... Après, j'exagère un peu parce que pour les hors-saison, c'est plus lent. Les Can Go, typiquement, ça peut être beaucoup plus lent. Vous pouvez faire 2-3 heures par-ci. Si vous êtes un pro du Plotly, où on utilise aussi beaucoup, d'une certaine techno, et que cette techno est utilisée, en fait, vous allez faire les choses en 1 heure que moi, j'aurais fait en 6 heures. Donc, finalement, ça dépend aussi de votre seniorité, mais je dois l'admettre qu'on est en phase de... On essaie d'augmenter aussi notre taux de seniorité parce qu'on est plus à l'heure actuelle sur... 20% de seniors, 80% de sortie d'école, de reconversion, de juniors ou disons de moins de 2 ans d'expérience. Mais moi, je sais que sur Bloom, il y a des seniors qui ont fait des boulots, un boulot extraordinaire. Enfin, les projets qui performent le mieux, c'est forcément là où il y a des seniors, quoi. Mais bon, ça, c'est une problématique interne à nous. Si vous êtes junior, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, on essaye maintenant de spécifier les projets pour qu'il y ait des tâches pour tout le monde en début de saison. Ok, canon. C'était top. Merci beaucoup, en tout cas, Ronan, pour cette discussion. J'essaie de retrouver mon écran, pardon. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Oui, bah alors après, plein, mais j'ai lu récemment La gouvernance par les nombres de Alain Suppiot, qui est juriste. Et en fait, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un juriste. Et en fait, ça n'a rien de tech. Okay. Ça n'a rien de tech. Et en fait, on ressent une sorte d'hégémonie culturelle des nombres depuis quelques années sur les KPI, le fait d'avoir des résultats, des machins. Et en fait, donc M. Suppiot arrive à avoir une réflexion sur les résultats concrets au niveau de l'interaction humaine que ça peut donner. Et donc, on sort complètement de la tech et c'est très intéressant de voir quels sont ces résultats, quoi. Ok, canon. On mettra le lien, bien évidemment, en description. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, tu es plutôt espace ou tabulation ? Pre-commit hook, j'ai le droit ou pas ? Alors là, j'avoue, j'ai pas le... Pre-commit hook, c'est un outil quand tu fais ton git push qui va automatiquement mettre soit tes tabs. Tu peux justement spécifier tab ou... Ok. Mais bon, on va dire tab alors. Okay, très bien. Merci beaucoup, Ronan, pour tout ça. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on a déclenché au moins une vocation, au moins une personne qui a envie d'aller s'engager. Vous avez en description de cet épisode tous les liens suggérés par Ronan. N'hésitez pas aussi à contacter Ronan si vous trouvez d'autres organisations qui vous intéressent. J'imagine qu'il reste bien évidemment disponible. Vous aurez aussi en description le lien vers sa page LinkedIn et d'autres moyens de le contacter. Donc voilà, pour ma part, je vous remercie aussi de partager ce podcast autour de vous. C'est aussi un moyen de diffuser ce message. Et je vous remercie toujours parce que ça me permet aussi de rencontrer plein de gens et de faire avancer d'une certaine façon sur certains sujets. Je vous souhaite de très bonnes fins de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.